RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, de retour sur Radio Pirate Prime, on a avec nous autres Denis Landry, qui est dans le milieu de l'alimentation. Regarde, au lieu de vous lire tout ce qu'il nous a écrit, on va probablement en parler dans les prochaines secondes. Denis, présente-toi un peu. Raconte-nous qui t'es, puis comment ça se fait que tu as eu le goût de nous jaser. On a parlé de toi un peu en début de podcast. Les gars m'ont résumé un peu la raison de ta visite, puis j'ai bien hâte de jaser avec toi. J'ai hâte de connaître les dessous de bien des affaires qu'on ne connaît pas. On voit, nous autres, la patente finale de ça. On voit les prix à consommation, surtout dans l'alimentation. On voit les prix de la fin, mais en cours de route, il y a beaucoup de monde qui interviennent là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui prennent un petit bout, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout. Donc, j'ai hâte de t'entendre. Mais présente-toi un peu pour... je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux plus ou moins dire ou tu n'as pas de retenue, mais gars, je te laisse te présenter un peu. Oui, écoute, moi, je suis dans le domaine de la transformation alimentaire depuis déjà 40 ans. Ça trahit mon âge un peu. Mais j'ai une formation en finance. J'ai toujours travaillé dans PME de la transformation alimentaire, boulangerie-pâtisserie principalement. J'ai eu des postes de direction générale. J'ai acheté des compagnies dans mon coin de pays. On a fusionné ça ensemble. J'ai géré une compagnie pour une famille. En 2004, on a vendu la société. Je suis parti à mon compte. J'ai travaillé pendant 10 ans à mon compte, dont un des mandats que j'ai eu, c'était de développer un regroupement d'achats avec des PME de la transformation alimentaire, principalement boulangerie-pâtisserie, des PME du Québec. Moi, je connaissais le milieu, je connaissais des gens. Donc, une petite société qui existait déjà, mais qui était très, très petite et très peu d'activité. Moi, je pensais qu'on pouvait, avec les entrepreneurs sérieux, regrouper des achats. Les achats, c'est devenu assez complexe. Le marché de commodités, c'est quand on parle commodité, là. Ouais. Le monde dit, c'est quoi des commodités? Des commodités, c'est quoi? C'est Le blé, ces affaires-là. C'est ça, c'est des matières de base qui ne sont pas transformées. Donc, tu peux avoir... le pétrole en fait partie d'une manière. Là, le gaz. Le bois. C'est le bois, t'as l'or, t'as le blé, le maïs, le riz, le cuivre, le maïs, le nickel, le sucre. C'est ça les commodités. Le coton. Exact. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on achetait le blé. C'était pas un marché de commodités. J'ai commencé en 82 jusqu'à la fin des années 90, je me rappelle bien. On négociait notre farine une fois par année. Les gars, les représentants rentraient dans le bureau. Go, ça va être ça cette année, le prix, blablabla. Mais à un moment donné, avec la libéralisation des marchés, les commodités, etc., les traités de libre-échange, bien là, on a tout mis ça en bourse pour... Là, il y a du trading. Il y a une bourse du trading. Il y a vraiment du trading. Il y a une portion qui est liée aux fondamentaux. Il y a une portion qui est liée à la spéculation, dépendamment de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça a complexifié un peu, surtout pour des gens de PME, ça a complexifié un peu la stratégie d'achat. Ouais. Parce que tu peux acheter le blé à 5$ du boisseau, puis le lendemain, il est à 5,5$, puis 4,90$, puis... C'est ça. Tu dois structurer, puis avoir une certaine les histoires approche. aussi, comme, mettons, le café, là. OK, il y a beaucoup de pluie à telle place, il va y avoir moins de café, l'autre patente. Là, c'est ça l'histoire. Là. C'est carrément du trading. Là. Exact. C'est la même affaire dans le blé. Fait que la Russie, l'Ukraine, l'Australie, le Canada, les États-Unis, les plus gros joueurs. Oui. Ben là, il y a une sécheresse en Australie, il y a ci, il y a ça, à gauche, à droite. Ça vient tout influer le prix qu'on va payer pour une certaine période de temps. Mm-hmm. Voilà. Et moi, quand j'ai parti ça, c'était tout petit. Aujourd'hui, excuse-moi, on a une belle société, tout petit, mais c'est un service qu'on rend à nos PME. Puis, pourquoi que j'ai lâché un petit courriel à Ghislain, c'était pour dire, vous parlez souvent d'alimentation, puis moi, je voulais vous montrer la réalité des transformateurs avec l'arrivée de la pandémie, puis ce qu'on a vécu, qui est du jamais vu de toute ma carrière. C'est même pas proche. J'ai vécu, moi, la Russie qui perd sa récolte en 2007. J'ai vécu le prix qui est passé de 325 la tonne à 1000 $ la tonne en un mois au Canada. On a arrêté les tradings à ce moment-là parce que tout le monde était à sa panique, mais c'est rien à côté de ce qu'on a vécu. Tu as vécu des affaires de fou, mais là, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai là aujourd'hui. Puis pour vous en parler un peu. Avant qu'on aille dans ce détail-là, là, vu que tu me dis que tu es dans le domaine des boulangeries, c'est-tu toutes des petites boulangeries ou c'est les gros joueurs? PME. Non, PME. Des chiffres d'affaires entre 3 millions et 75 millions. Mais ce qu'on oublie, là, parce que ce qu'on a vu cette semaine, la fermeture de Gadoua... Je voulais t'en parler, nous autres, on a été élevés avec des boulangers.
On a tous à peu près le même âge, de ce que je comprends. Si ça fait 40 ans, on est soit le même âge ou un peu plus vieux, mais on a tous élevé avec des boulangers qui venaient nous porter des pains, des beignes, des petits gâteaux, un paquet d'affaires. Puis il y avait le camion passait une fois pour deux jours des maisons. Puis c'était le même qu'on... Et chaque région avait une marque de commerce qui était grosse. Il y avait les Guilurons, il y avait Gadoua, il y avait... Puis chaque place avait, moi je me rappelle, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelait, Rayon, quelque chose. En tout cas, il y avait Guiluron qui était du Saguenay avec la famille Pagé. Il y avait plusieurs joueurs, puis à un moment donné, ces joueurs-là se sont comme réunis, ils ont gardé comme les marques, mais se sont réunis. Il y a eu des compagnies, c'est devenu comme j'en fais comme multimarques. Puis après ça, tu as eu la gang de Loblas qui ont acheté. Là, la gang de Gadoua. Puis les Mexicains sont arrivés là-dedans. Puis donc, ça, il y a eu une énorme... Avant, c'était des PME. Les boulangeries qui servaient le pain tranché dans nos maisons via un boulanger, c'était toutes des petites PME, cette affaire-là. Hein? Oui. Moi, quand j'ai commencé en 82, comme je dis toujours, écoute, rien que dans mon coin de pays, il y avait 3 boulangers. C'est quoi ton coin de pays, juste pour le fun? C'est l'Estrie, moi. OK. Dans le coin de Sherbrooke. Il y avait 3 boulangers sérieux dans la région de l'Estrie. Il y en avait 2 au Saguenay. Il y en avait un peu partout. Mais, moi, je disais souvent, la concentration de marché, la libéralisation des marchés, ce que ça a fait, en tout cas, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière, je négociais le pain avec l'épicier du coin. Un épicier qui possédait trois épiceries, la famille Godette dans le coin de Sherbrooke, puis une autre famille ailleurs. Puis, je négociais avec l'épicier qui était au coin de la rue chez nous. 10 ans plus tard, je négociais à Montréal. Parce que là, Provigo avait acheté ses épiciers-là, blablabla. 10 ans plus tard, je négociais à Montréal. 10 ans plus tard, c'était plus à Montréal, c'était à Toronto. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'effectivement, Multimarque a acheté les boulangeries régionales, les a fusionnées. Tout ça, c'est pas mauvais, là. Dans le sens que moi, à 40 ans, les plus forts sont restés, les plus faibles ont vendu. Le business était devenu autrement, il fallait s'adapter, puis c'est correct. Là. Moi, la libéralisation des marchés, les traités de libre-échange, il y avait du bon, il y a toujours eu du bon là-dedans. Dans les 2 dernières années, tu commences à te poser la question, c'est OK, mais là, il y a comme on a exagéré, on a poussé ça loin. Les PME demeurent les meilleurs, comme je vous dis. Moi, j'ai des excellents entrepreneurs dans le groupe. Comme je vous dis, moi, j'ai recruté beaucoup de monde. J'ai toujours recruté des individus avant des sociétés parce que c'est important de travailler. Surtout quand on travaille dans PME, vous le savez, vous êtes proche des gens. Quand on travaille avec des bonnes personnes, les affaires généralement vont bien. Et puis, nous autres, ça a toujours été ma clé. Tu parlais des Gadois tantôt, Jeff. J'ai bien connu les 2 familles. J'ai négocié avec eux. Ça a été des compétiteurs très, très, très solides. C'était des gens sérieux. C'était 2 familles qui possédaient ça, 2 frères, avec leurs enfants qui travaillaient dans l'entreprise. Et il est venu à un moment donné un tournant où ils ont dû prendre des décisions difficiles. C'est-à-dire, ils n'ont pas été capables de s'entendre pour la suite des choses et la décision la plus logique à prendre a été de vendre l'entreprise qui, à l'époque, à Weston. Donc, Weston, Gadois avait même acheté la coop Saint-Augustin qui était ici à côté. Oui. C'était une très belle société. Qui, elle aussi, est disparue en passant, là? Oui. C'est sûr, écoute, les compagnies veulent être de plus en plus performantes. Ils ont mis des usines extrêmement performantes un peu partout. C'est dans l'ordre des choses. Mais les 2, moi, je travaille actuellement avec 2 des frères Gadois, Pascal et Philippe, qui ont réacheté, ils ont travaillé une dizaine d'années, je pense, pour Weston. Ils ont réacheté une compagnie qui fait des tortillas. Et honnêtement, c'est un succès. C'est des entrepreneurs solides, sont encore dans le marché, font encore des bonnes choses, c'est des bons employeurs. Alors, tu sais, des fois, les choses changent, mais ces gens-là sont encore dans notre milieu et ils font du bon travail. J'ai juste à le préciser. Est-ce qu'il se mange, juste de même une curiosité, est-ce qu'il se mange plus de pain ou moins de pain? Il se mange moins de par capita, là? Est-ce qu'il se mange moins de pain qu'avant? Il se mange un peu moins de pain tranché, mais les produits de boulangerie, ils s'en mangent tout autant. Il y a beaucoup de variétés maintenant. Les pains pita, les pains tortilla, les bagels, tout ça, c'est devenu des spécialités importantes dans le panier d'épicerie, ce qui était peu là dans le panier d'épicerie il y a 20 ans, il y a 25 ans environ.
C'est ça la grosse C'était le plein tranché, puis c'était ça. Aujourd'hui, c'est plein de c'est dérivés. beaucoup. Mais l'histoire de Gadoua qui est arrivé à Napierville, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est la manière que ça a été fait avec les employés. Je comprends toute la game, là. Je la comprends, la game de la mondialisation, puis des grosses compagnies qui veulent être performantes, puis qui ont leur stress de leur côté aussi. Ils sont tous dans ce système-là aussi, puis à un moment donné, il faut qu'ils prennent des décisions difficiles, je comprends ça. Sauf qu'il y a des humains au bout de la patente, puis j'ai trouvé que la manière que ça a été fait par ces gros joueurs-là, ça devient tu sais, mettons que c'est la famille Gadoua qui est obligée de prendre une décision de fermer. Tu me dis, c'est des gens sérieux, donc c'est des gens qui travaillent dans l'entreprise. J'imagine que si tu vas présenter ça, la tête entre les deux jambes, à tes employés, tu le fais d'une manière humaine. Moi, c'est la manière que ça a été fait. Tu sais, je comprends à un moment donné, là, je sais pas, je ne connais pas l'histoire. Es-tu syndical? Pourquoi ils n'ont pas investi de l'argent dedans? Ils ont leur raison, je ne sais pas. Habituellement, il y a souvent des histoires qui se ressemblent là, d'une place à l'autre à ce niveau-là. Mais même si, mettons, les employés avaient une partie de la responsabilité parce qu'ils sont trop syndiqués, puis que la productivité n'est pas là, puis etc., il y a quand même une manière de faire les affaires. C'est un peu ce que je soulignais hier. Je trouve que ça fait dur. Moi, moi, je suis un défenseur des entrepreneurs, je suis un défenseur je suis un défenseur du capitalisme, je suis un défenseur de la libre entreprise, mais quand on se comporte de même, on nourrit les communistes. C'est ça, c'est un peu mon point là-dessus. On est dans la même équipe là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais malheureusement, du moment que certaines sociétés qui deviennent de plus en plus grosses ou font des acquisitions comme ça, là, à un moment donné, la gestion est loin, sont loin du monde, les décisions sont prises loin du monde, et puis malheureusement. Mais les meilleures sociétés, qui soient petites ou qui soient grandes, vont faire attention aux gens généralement. Et ça, oui, c'est déplorable. Moi non plus, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Mais effectivement, il y a toujours des façons de faire. Puis tu as raison, ça donne des munitions à ceux qui voient l'entreprise privée là, d'un mauvais œil. Exact. Là, qu'est-ce qui est arrivé on tombe dans le sujet de l'inflation d'aujourd'hui, dans le domaine, que tu connais. Ouais. Moi, je vais te partir du début de la COVID, OK? Parce que c'est super important. Tu sais, la COVID, là, tout le monde, en mars 2020, on était assis devant nos télés, puis on regarde ce qui se passe, puis on dit... On faisait du pain. On fait du pain, puis on regarde devant la télé, on sait ça le midi, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, où est-ce que ça va nous amener. On est tous très, très sérieux à regarder ce qui se passe, puis à s'orienter. Bon, mars 2020, moi, personnellement, en juin 2020, j'ai plus peur tout. C'est dans le sens que on sait que le virus est là, qu'il existe, qu'il s'attaque aux personnes les plus vulnérables, aux gens qui ont certaines problématiques santé. Ça semble très, très clair. Tu sais, mes chances d'en mourir, même moi qui ai 60 ans à l'époque, un gars quand même actif, tout ça, aller à l'hôpital ou en mourir, je dis, mes chances sont minimes. Tu sais, j'ai plus peur. Pas en tout. Oui, c'est ça. Mais là, tout d'un coup, ça continue. Puis là, la peur, on gère par la peur. Et là, je me dis, mais là, si on gère par la peur, on va avoir les résultats de la peur. Parce que les gens vont tout embarquer là-dedans. Parce que les gens, en général, sont de bonne aloi, sont de bons... ils vont aller dans la direction où les leaders les amènent, en général. Et là, moi, je me disais... il va arriver des choses importantes, c'est sûr, avec ça. Et voilà. Tu sais, 2020, c'est relativement bien passé. C'est quand 2021 est arrivé que là, ça a déboulé, d'autant plus que nous autres, dans notre domaine, en 2021, on a eu une très mauvaise année de récolte au Canada. On a eu perte d'à peu près 40 de la production, exemple, le canola. On a plus de 40-50 de la récolte canadienne n'a pas été faite. C'est quoi la raison? Trop de pluie, sécheresse. trop sec? Des grosses sécheresses dans la région, là, des régions importantes de production. Manitoba, Saskatchewan, nord-est américain, là, le Dakota du Nord, Dakota du Sud. Mais le canola, c'est au Canada principalement, mais le blé aussi. On a eu des pertes. Nous autres, c'est le blé de printemps là, qui est coté en bourse. Et là, les prix ont commencé à hausser avec tout le reste. Et puis, mais ce qui était, nous, on voyait vraiment là, le sucre, le blé. Là, ça a commencé, tu sais, à l'été 2021, ça a commencé, même au printemps, parce qu'on
on voyait au printemps qu'on n'avait pas les pluies qu'il nous fallait au Canada, tout ça, puis que les prix allaient commencer à monter. Et là, nous autres, on voit vraiment, moi, à l'automne 2021, j'ai commencé à dire à nos membres, bien, commencez à travailler vos augmentations de prix parce qu'on n'y échappera pas. Puis là, je voyais la sucre monter, je voyais l'énergie, etc. Tu sais, le party était fini. Là. Tu sais, en 2020, là, le pétrole à 20$, puis ça, c'était fini. Là. On était parti vers la hausse. Mais là, attends une seconde. Là, t'es où? Là? T'es en 2021 à l'automne. Oui, c'était à l'automne, mais on le voit venir du printemps. Là. Okay, mais toi, tu le vois venir, Denis, mais les politicos, ils n'ont rien vu de ça. Là. Monsieur Girard, en novembre 2021, ne s'inquiétait pas de l'inflation. Zéro. Puis moi, avec mes gens du milieu, on était vraiment à dire, je travaillais avec un autre monsieur d'une association qui était là, puis là, on disait, ben voyons donc. L'inflation, là, en début 2022, là, on va être à 5, 6, 7, 8. Voyons, s'il y a de quoi qui ne marche pas, certain. Mais c'est un peu le reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont loin du terrain. Moi, ce que j'aime pourquoi je suis membre ici, peut-être des gens qui vont m'écouter, Landry, qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce que vous êtes proche des gens du terrain. Quand tu es chroniqueur, quand tes gens te parlent, c'est des gens qui sont sur le terrain, mais nos dirigeants sont souvent loin du terrain. Puis on dirait qu'ils ne veulent pas s'en approcher. Non. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous, on le voyait bien, on le voyait rapidement. Et puis nous, si on veut hausser nos prix, mes membres qui veulent hausser nos prix, que ce soit n'importe qui dans la transformation alimentaire, c'est une affaire de 6 mois là, de négociation là, pour avoir des hausses de prix. Puis il ne faut pas oublier que nous, on négocie le prix coûtant à l'épicier. Le prix vendant, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nos membres qui décident quel prix va se vendre, c'est l'épicier. Donc, nous, on doit négocier une hausse. Les épiciers sont très rough à négocier des hausses. Ils ne te donnent pas des hausses facilement. Donc, tu dois amener des graphiques, tu dois les justifier. Mais ça a été très, très vite. Là, donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose que je vais te donner, moi, je suis en avril 2022. Là, l'inflation est commencée. Elle est rendue à 5-6. Là, je m'en vais dans une conférence où il y a un VP de la Banque du Canada, section Québec, qui est là. Bon. Il me parle d'inflation d'une façon, je m'excuse, là, mais désinvolte. Tu sais, l'inflation, 6 non, on l'a prévu, c'est pas grand-chose, on prévoyait 3, c'est 3 d'écart. Mm-hmm. Là, moi encore, je dis, ouais, 6 mais pour le citoyen moyen, là, l'alimentation, vous avez parlé de logement hier, tu sais, le logement et l'énergie, c'est 70-80 des dépenses d'un... C'est pas 6 l'inflation. Tu sais, nous autres, dans notre domaine, il faut qu'en 2 ans, les prix aient augmenté de plus de 20 le prix net. Parce que présentement, là, en 2022, moi, j'ai beaucoup de nos membres que les profits sont des pertes. Je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont travaillé activement, sont proactifs sur l'automatisation, toutes sortes de choses, mais ce qu'on a vécu est majeur. Je vais te donner une image. Je vais vous donner une image. Moi, j'ai les prix, là, je négocie pour nos membres des prix, tout ça, on a des bonnes conditions, mais je vous donne ce que le marché nous a donné en 2 ans. Le prix au 1er janvier, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2022. Je vais vous donner des pourcentages. La farine a haussé de 65 Hein? Le shortening, les huiles de canola, exemple, 132 Le maïs, 75 Le sucre, 25 La levure, 75 Le beurre, les œufs. Bon, c'est la gestion de l'offre, mais pour un transformateur, au Québec, il y a ce qu'on appelle les crédits CCL. Donc, il faut que tu comptes ça, parce que ça, c'est lié au traité de libre-échange, puis c'est bien correct, parce que ça fait en sorte que s'ils sont malades aux États-Unis, ils ont une grippe, nous autres aussi, on va l'avoir. OK? Parce qu'ils vont ajuster nos crédits en conséquence que tout le monde soit compétitif. Que l'Américain qui veut vendre un gâteau ou un produit de boulangerie au Canada et vice-versa, soit compétitif entre eux par rapport au prix de leur intrant. OK? Fait que nous autres, le beurre, là, un beurre 25 kilos pour un transformateur qui fait des croissants ou n'importe quelle autre chose, c'est 80 en 2 ans. Les œufs, 116 .
Et là, je vous épargne le transport, la logistique, Oui. le dollar canadien. Le dollar canadien, historiquement, quand tu as des matières premières élevées, métaux, céréales, énergie, pétrole, c'est un dollar canadien qui performe généralement. Moi, quand j'ai eu pendant des années, je vous donne un exemple, les années 2012 à 2014, le pétrole était à 75-80, le boisseau était assez élevé. Nous, on achète en dollars américains notre blé, notre soya, whatever. Mais le dollar était à 82 cents. 1,10. 1,10. Moi, je multipliais par 1,10, 1,05. Ça, c'était à cette époque-là. Aujourd'hui, dans la même situation, 1,34, 1,36. Fait que c'est le consommateur qui... C'est ça qui fait en sorte aussi que notre prix... Oui, mais ici, ça a l'air qu'un dollar faible, c'est bon. C'est bon pour les exportateurs. C'est clairement bon pour les exportateurs. C'est moins bon pour monsieur, madame, tout le monde qui va acheter son produit à l'épicerie. Là. Ça, c'est clair. Ben oui. C'est l'envers de la médaille, c'est celui-là. C'est bien ça. Et ça mais est-ce que la question, c'est... Est-ce que dans toutes ces hausses-là, tu sais... de tous les produits, bon, il y a de la spéculation, il y a des choses qui sont en bourse, il y a de l'émotion, il y a un paquet d'affaires là-dedans, il y a un paquet de choses, il y a des fondamentaux qui sont là. Mais il y a beaucoup de... je dirais que cette période-là a permis à beaucoup de joueurs, parce que le nombre de raisons pourquoi ils pouvaient augmenter, dans tous les domaines, là, ils sont extraordinaires. La main-d'œuvre, la rareté, la demande de fou, tout est là pour que finalement, quelqu'un qui te fait du sucre, qui te le faisait, moi je sais pas, je donne des prix de même, te le faisait à 50$. Son coût réel de tout ce qu'on dit qui augmente, c'est peut-être un 10$ de plus, 60. Mais il te le vend 75 à la PME. Moi, c'est ce que je vois là-dedans, c'est ce que je sens, c'est que je sens qu'il y a, effectivement, ça peut pas être au prix que c'était. Je veux dire, on comprend la patente qui est arrivée, là. Je l'ai même prédit en mai 2020. Je veux dire, je ne suis pas un économiste, mais je l'ai vu. Mais je pense que la situation a fait que énormément de gens utilisent ce qui se passe en ce moment pour probablement doubler la vraie augmentation. La vraie augmentation, je dis un chiffre, c'est 15. Bien, l'augmentation qui est refilée est à 30. Ouais. Je vais faire un bémol sur ce que tu dis, parce que moi, quand je négocie, exemple, ma farine, mon sucre, ça, c'est des formules de prix que je négocie. Donc, le coût de raffinage ou le coût au moulin pour transformer, je le négocie. Donc, je l'avais avant la pandémie, je l'ai là, et je peux te dire que c'est pas là que ça se passe. Moi, ce coût-là, il a été augmenté, bien entendu. Oui, parce que le gars du moulin... Le gars du moulin, les employés coûtent plus cher. Puis l'énergie coûte plus cher, oui, etc. Ça. Mais pas de manière. Et moi, ce que j'ai de la misère depuis 2 ans, c'est que moi, je dis toujours, les fondamentaux parlent toujours. Les récoltes, les semences, les stocks mondiaux, etc. Et là, depuis 2 ans, ça parle de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de traders entre les deux qui jouent ces émotions, puis les émotions... il reste en place parce que le jeu a de la misère à se calmer. Tu sais, là, c'était la pandémie, là, c'est le climat. Il n'y a pas, là, on parle de climat, mais il n'y a pas un climat. Moi, je disais toujours, la machine économique est capable de s'auto-réguler. Tu sais, avant la pandémie, on n'avait pas besoin des gouvernements. On s'auto-régulait surtout. Oui, mais là, on est dans l'anxiété et dans l'émotion. Et voilà. Et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on mette de côté, parce que c'est vraiment, vraiment problématique. On parlait de salaire tantôt. Moi, j'ai fait une petite étude parmi mes membres. J'étais curieux. Je dis, les salaires, les gars, il se passe quoi? En 2 ans, 1er janvier 2020, 1er janvier 2022, dans des PME comme mes membres, qui sont des entreprises en majorité non syndiquées, les salaires ont augmenté d'entre 14 et 18 14 et 18 ça, c'est à part l'année 2022 qu'on vient de passer. Mais ça, beaucoup provoqué par le manque de main-d'œuvre. Donc, tu vas avoir des employés, puis... voilà, c'est sûr. C'est beaucoup ça. C'est sûr, le manque de main-d'œuvre, c'est sûr. C'est une autre affaire, employés, ça. Mais, et voilà, mais tu sais, on parlait de la peur tantôt. Les gens disaient, comment ça se fait? Moi, j'ai dit, les gens ont sorti du travail. Les gens qui pouvaient prendre leur retraite, moi, je travaille plus. Non. C'est énorme, le nombre de personnes qui ont sorti du marché plus rapidement,
qui devaient sortir. 5 ans, 6 ans. C'est énorme la dysfonction que ça a fait. Alors, c'est un peu les résultats de tout ça. Et là, comment on va réparer la machine? Moi, je disais, j'ai eu un meeting un jour avec des gens du gouvernement fédéral et un des adjoints d'une ministre, en tout cas, peu importe. Tu sais, il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai carrément dit, torsez-vous du chemin. OK, c'est ça. Mais c'est pas ça qui arrive. Non, je comprends. Ouais, mais c'est Tu tout comprends l'inverse. ce que je veux dire? C'est tout l'inverse, parce que tu parlais du dollar canadien. Tout est là pour que le dollar canadien soit à 82 cents, 84 cents. Oui. Le prix de l'énergie est là, les prix des commodités est haut, etc., tu l'as dit. Et comment ça se fait qu'on a un dollar à, je ne sais même pas, je pense qu'il est à 73 cents, 72 cents, alors que toutes les conditions sont là? Ben, je pense que les gens qui achètent des piastres n'ont pas beaucoup confiance à la gang qui nous mène. Par toutes sortes de décisions qui sont bizarres. Là. Je ne suis pas un spécialiste, Jeff, mais c'est logique que ce soit ça. Puis moi, tu regardes l'inflation des 2 dernières années, puis là, je vois certains politiciens qui commencent à jaser contre les compagnies qui font des profits. Oui, il y a des profits qui sont durs à voir, mais oubliez jamais tout ce que les gouvernements ont mis dans leur poche dans les 2 dernières années. C'est les autres qui en font. Les premiers à en profiter. Ça a été nos paliers de gouvernement. Il ne faut pas se le cacher. L'inflation actuellement, les rend... Regardez les entrées au gouvernement provincial. Incroyable. Avec une taxe de vente à 10 je veux dire, demain matin, tu achètes de quoi qui coûtait 1000 $, il est rendu à 1400. Bon, ben le 400 $, ça veut dire un 40 $ qui n'était pas prévu qui arrive. Ça, c'est ça à longueur à chaque seconde. Boum, 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 sans aucun effort. Et on les voit, les revenus des TVQ dans les 4-5 dernières années. On va dire de quoi, eux autres, l'inflation. Oui, ils ont des dépenses de plus sur quelques affaires, puis oui, ils vont se faire probablement squeezer dans quelques négociations. Mais regarde, on voit par les offres qu'ils ont faites qu'ils risquent d'être gagnants. Le prix de l'essence, c'est la même chose. T'sais, ils ont-tu vraiment intérêt, eux autres, à ce qu'on ait un prix de l'essence plus bas? Ils ont les 2 mains dedans. Ils font autant d'argent que les pétrolières qui se cassent la noix au-dessus des épaules pour aller chercher du pétrole dans le fin fond de l'océan. Puis eux autres font rien. Puis en mettant des taxes, ils emmagasinent autant d'argent que les pétrolières. Mais à longueur de journée, tu entends que c'est les pétrolières qui sont des salauds. Je pense que vous oubliez le bout, là. Vous oubliez que le bout du prix qu'on paye, c'est pas mal des gens qui font absolument rien, à part de leur nuire, qui sont là puis qui nous nuisent aussi en même temps, qui nous appauvrissent. Mais moi, je trouve ça bien drôle. Le matin, j'ai vu des genres de prédictions là, de gars de banque. Là, je ne me rappelle plus. Là, je suis rendu que j'ai mélange tout. Là, ils nous disent « Ah, c'est pas mal fini. Là. C'est pas mal fini. Là. On est rendu au bout de la patente. Puis là, l'année prochaine, si on se rencontre à la même place, on va être probablement aux alentours de 2 à 3 %. Oui, je sais. Sauf qu'on va être peut-être à 2 et 3 %. Puis ça, c'est par rapport à cette année. Ça n'efface pas le fameux 8, là, 8 ou 9, qui est très drôle. Là. Tant qu'à moi, là, c'est un chiffre qui est très drôle. Dans la vie de tous les jours, je pense pas que dans notre budget, ça a coûté plus que 8. C'est beaucoup plus que 8 à 9 % que ça nous a coûté. Mais eux autres, ils voient ça comme étant un retour à la normale. Mais c'est pas un retour à la normale. C'est parce que tu compares tes chiffres qui sont boostés cette année avec des chiffres qui vont être encore augmentés de 2-3 % par rapport à cette année. On n'est pas en train de soulager personne, là. Non, écoute, je sais pas que. J'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis. Mais c'est sûr que moi, tu sais, je parlais avec un de mes membres cette semaine. On n'a pas fini. Il nous reste une hausse de prix à passer parce qu'on est en décalage. Comme je vous disais, ça prend toujours 6 mois. Et puis, on est en décalage. Là, ce que je vois, moi, dans les marchés, c'est qu'au moins, il y a une certaine stabilité depuis 3 mois, même des légères baisses, mais on est encore beaucoup plus élevé. Mais au moins, là, il y a une stabilité. Quelle sera la réaction des gens? Moi, je disais toujours, on risque d'avoir une récession en 2023, dans le premier 6 mois. Mais quand on regarde ce que la famille moyenne devra subir comme hausse, je pense que les habitudes vont changer. Puis que moi, je dis toujours, ça nous prendrait, c'est plate à dire, là, mais une récession pour restabiliser un peu cette économie-là. Est-ce qu'on l'aura? Une affaire qui me chicote, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché. Quand on regarde les personnes âgées, si on regardait autour de nous, ça dépense, ça dépense beaucoup. Les jeunes aussi. Moi, je me promène, je vois beaucoup des jeunes de 30 ans, puis l'argent n'a pas l'air être... En tout cas, je ne sais pas précisément, là, mais il y a ça, là, 25 ans, c'était pas un facteur. Tu sais, les personnes âgées n'avaient pas beaucoup de sous. Les jeunes n'en avaient pas beaucoup non plus. Tu sais, 35 ans et moins, on commençait dans la vie. Puis
Mais aujourd'hui, là, c'est un peu différent, ça. Puis je ne sais pas quel est l'impact de ça, mais c'est sûr qu'il y a une stabilité qui doit se refaire. Et c'est sûr qu'il faut que nos dirigeants se rapprochent parce que présentement, il y a beaucoup de sujets qui sont... Moi, je regarde, tous les sujets. On nous parle, tu t'en parlais hier, là, beaucoup de sujets, tu dis, ouais, voyons, les vrais problèmes sont ailleurs. On n'est pas dans la réalité des gens. Comment ça se fait? Mais il faut avoir confiance aux gens. Il faut que les gens réalisent. Puis à un moment donné, je pense que trop, c'est comme passé. Puis je pense que là, à un moment donné, on est dans le trop là, du côté de certains de nos dirigeants. Mais tu parles de libre marché. Tu dis, à un moment donné, le libre marché va venir comme équilibrer à patente. Mais le libre marché... quand tu as des politicos d'un jambes, il n'est pas si libre que ça, le marché. Là. Et là, l'histoire, là. Tu disais tantôt, les politicos sont là. Oui, ils sont d'un jambes. Ils sont là. Ben, ils sont encore plus là qu'avant. T'as raison, Jerry. Puis moi, je veux qu'ils soient là dans le domaine où c'est important qu'ils soient là. Tu sais, nos entreprises qui ont besoin présentement, tu sais, c'est l'automatisation, c'est un must. Il faut avoir il y a des programmes, il y en a des programmes pour ça, puis il faut tendre vers ça. Mais tout le reste, là on s'ostine là, sur le salaire minimum. Mais je m'excuse, c'est plus un facteur. C'est zéro un facteur. C'est zéro un facteur, là. Je peux comprendre, oui. De lui-même, il monte le salaire minimum. Tu comprends? Au McDonald's, s'il va avoir quelqu'un, il ne peut plus le payer 13$. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le salaire minimum, là. Peut-être autour de 14. 14,25$, je pense. Puis s'il va avoir quelqu'un, il faut qu'il paye 16$. Le PQ veut 18$. Mais s'il veut 18$, bien, tout ce que ça va faire, c'est que ça va monter. On continue de... Tu comprends? On continue de promouvoir l'inflation encore. Oui. D'ailleurs, c'est la question des banques. Les banques essaient de faire des projections sur un an et demi, mais les autres, la patente qu'ils ne savent pas, ça va être la discipline des entreprises. Les entreprises ou encore les gouvernements qui ont beaucoup d'employés commencent à délier les cordons de la bourse puis commencent à donner des salaires, des augmentations de 5-10 %. Bien, on va retomber dans une genre d'inflation qui n'arrêtera pas. Donc, tu sais, il ne faut pas tomber là-dedans. Je ne vous dis pas qu'une augmentation de salaire de 2 % c'est ça en ce moment, mais je veux dire, si vous donnez 10, puis 12, puis 15 d'augmentation en pourcentage de salaire, bien, vous continuez l'inflation parce que là, ça va... C'est un principe de base facile à comprendre. C'est sûr que les prochaines négociations, que ce soit n'importe qui négocie, 2 % c'est fini. C'est sûr que le travailleur doit avoir un certain équilibre, il devra avoir un 5-6 % d'augmentation. Puis encore là, il va être en dessous. Son pouvoir d'achat va baisser quand même. Quand même qu'il re-signera pour 3 ans à 5 % son pouvoir d'achat va baisser quand même. Il aura baissé quand même. Donc, mais n'a pas injecté indûment de l'argent dans l'économie qui n'est pas une plus-value. Avec un ami, c'est beau les chèques de M. Legault envoyés, mais j'étais un ami là, qui a vendu sa business récemment, millionnaire. Il travaille encore parce qu'il a 52 ans, 53 ans, puis il travaille encore, puis il s'est trouvé une job, puis sa femme travaille. Il a eu 1000 piastres. Là, il dit, Denis, je l'ai redonné, là, il travaille pour un organisme, tout ça, mais il dit, comment ça se fait qu'on m'a envoyé ça, tu sais? Comment dans une situation comme on vivait, on a pris 3 milliards de dollars pour le donner à des gens qui n'en ont aucunement besoin. C'est comme particulier, tout ça. C'est politique, Quentin. C'est ça l'histoire. C'est politique. Mais moi, je trouve... C'est ça, la politique. Mais est-ce que c'est... Moi, je refuse de penser que les gens sont nonos. Il y a quelqu'un, quelque part, qui fait dans toute connaissance de cause, tout ça. Je ne sais pas. Je pose des questions. Oh, il y a des sociologues quelque part qui connaissent plus le monde que nous autres. Ils sont forts là-dessus. Ils savent, regarde, ils ont quand même... Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu de gens qui trouvaient que... On ne voit pas de politique nécessairement, mais il y en a qui aimaient le discours d'Éric Duhaime. Mais que, bon, ils sont rendus à un certain âge, puis on dit, ben là, moi, je suis pogné pour voter pour Legault parce qu'il m'a promis un chèque et un 2000 en plus. Ah. Mais ça, c'est vrai, là. C'est la réalité, là. Je veux dire, ça a toujours marché, ces nananes-là. Là. Surtout si vous êtes pauvre,
Surtout si vous avez besoin d'argent. Je ne peux pas en vouloir aux gens d'avoir un chèque de 2 000. Je ne suis pas capable de leur en vouloir si à chaque mois, ils sont serrés pour arriver. Là. Puis moi, qu'il y ait des gens qui aient eu des chèques, j'ai aucun problème avec ça. Là. Ben non, c'est ça. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Sauf il y a que des gens, surtout dans le contexte actuel, il y a des gens qui en avaient vraiment besoin de ces chèques-là. Là. Des personnes âgées, des plus jeunes, des familles. Mais ça, c'est le politique que je trouve sauvage parce que, je veux dire, c'est pas ça, c'est une solution temporaire qui aide rien. Si tu as à cœur, si ton but, c'est d'essayer de moins appauvrir ta population, vas-y avec quelque chose qui va être structurant dans le sens que ça va être permanent. Je veux dire que tu vas baisser les taxes sur l'essence. Tu sais qui aime aller prendre un petit verre à SAQ, tu vas faire attention dans les prix. Tu vas dire, on va essayer de ressembler un peu à ce qu'il y a ailleurs. On va baisser un peu leurs impôts. La taxe de vente, bien, à un moment donné, est à 10 %, mais là, les prix ont tellement augmenté que même si on la mettait à 9, nos recettes ne seront pas différentes, vont être même plus grandes qu'avant, mais à 10, c'est indécent maintenant au prix que c'est rendu. Tu sais, je veux dire, avant, le char de 30 000, là, il est taxé à 10 % par le provincial. Mais le char, mettons, là, il va y avoir un petit ajustement par le bas, j'imagine, mais je veux dire, avec l'inflation, si, mettons, l'auto est rendu à 35 000, le 5 000 de différence à 10, si tu le mets à 9, bien, sur ton 35 000, tu vas avoir plus d'argent que quand il était à 10 en 2019. Ouais. Je comprends que le gouvernement augmente ses revenus puis il a besoin de plus de dépenses. Mais plus ils en ont, plus ils font des affaires folles comme donner des chèques demain. Tu sais, il y a comme un thinking que nous autres, la moyenne des ours, on comprend. Mais c'est le côté un peu dégueulasse de la politique. Parce que le but ultime, c'est pas d'avoir une société qui est heureuse, qui sent qu'elle est dans une place où il y a une certaine justice sociale, etc. Le plan des politiciens, c'est un plan de 4 ans. Et à chaque jour, il y a un jour de moins pour s'en aller vers la réélection. C'est ça de ce système-là. Tu sais, des fois, on dit la démocratie, on est chanceux, mais on est pris dans une patente de popularité où le but ultime, c'est toujours d'avoir le pouvoir. Puis finalement, on a un paquet de mauvaises décisions à cause de ça. C'est bien dommage. Je m'ennuie un peu de... Moi, j'ai 62 ans, là. J'ai connu beaucoup de politiciens. La pandémie m'a vraiment, vraiment fait mal au cœur. T'sais, honnêtement, là, quand j'ai regardé comment on agissait dans le sens... Comment on n'a pas fait confiance aux gens, comment on n'a pas mis tous les efforts aux bons endroits. Mes chums me disaient toujours, ouais, mais Denis, tu aurais fait quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Oh, ça j'aurais fait les choses différemment. Et quand je dis ça, on me dit que, ben ouais, pour qui tu te prends? Non, j'ai jamais fonctionné avec la peur. J'ai dirigé, j'ai fait du sport, j'ai gagné des championnats, j'ai jamais travaillé avec la peur. Je n'aurais jamais pu gagner rien avec la peur. C'est comment on a pu... Puis là, tu regardais un peu partout, on travaillait comme ça, mais tu sais, c'est une nature humaine, on fait comme tout le monde. Tout le monde. Mais c'est plus facile. Ça, c'est plus facile, exactement. Ouais. Mais où je m'en allais, c'est... On a l'impression aujourd'hui, on avait des dirigeants dans le passé que tu avais au moins l'impression qu'ils travaillaient pour l'ensemble des gens, même s'ils étaient élus par une partie. On avait une autre catégorie, c'était une autre classe. Et là, aujourd'hui, tu dis, on ne semble pas travailler pour l'ensemble des gens. Non. Enlevons les couleurs de parti. Là. Enlevons les couleurs. Enlevons les couleurs. Là. Moi, je n'ai pas connu Le Sage, mais j'ai lu sur Le Sage. Impressionnant. J'ai lu sur... on a eu bien des reproches pour Bourassa parce qu'il y avait l'histoire de la haine des péquistes envers le Bourassa, l'amour des libéraux pour Bourassa. Enlevons ça. Là. Bourassa est écœurant. Ouais, Le Sage est écœurant. Tipoel est écœurant. Ouais. Y en a d'autres que j'oublie qui ont peut-être été moins bons. Bourassa revenu. Bouchard était bon. Mais là, puis j'enlève. Je veux pas dénigrer M. Legault. Là. Je ne suis pas un fan de Legault 000, mais on n'est pas dans la même catégorie. Tu sais, je veux dire, et je pense que la politique en général, que ce soit eux, que ce soit Poilievre, que ce soit Trump, que ce soit les démocrates, partout maintenant, c'est vraiment une game de pouvoir. Oui. Et on est des accessoires pour s'amuser. Et ils ne sont plus là, comme tu le dis, pour justement le bien commun, pour qu'on soit plus heureux. Moi, tu sais, je le disais hier ou avant-hier, je disais,
Tu sais, moi, j'étais premier ministre. Une des premières affaires, j'irais voir le monde. J'irais voir le monde, je leur demanderais c'est quoi qui se passe. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont dans une tour, ils sont de plus en plus isolés, ils écoutent la TV, ils lisent la presse, mais ils ne savent pas ce que le monde vive. Ils ne savent pas tout ce que le monde vive. Alors que, puis c'est tous ceux, même ceux-là que vous aimez, là. Poilievre, c'est un politicien de carrière, là. OK, là? C'est pas quelqu'un qui, comme toi, fait affaire directement avec des gens dans ton milieu. C'est pas comme moi, quelqu'un qui vit en étant en contact avec du monde ordinaire. C'est des gens qui sont dans une sphère qui est complètement déphasée par rapport à nos attentes. Oui, puis il faut... Puis je sais pas si ça va revenir. Je sais pas. Tu sais, moi, je te parlais tantôt de la mondialisation, des traités de libre-échange. J'ai toujours été pour. Ça a augmenté la richesse. Ça a augmenté la richesse des gens en général, un peu partout dans le monde. Le problème, ça a été la répartition de la richesse. Et les sociétés qui étaient petites il y a 40 ans sont devenues grandes il y a 20 ans et aujourd'hui sont méga importantes et honnêtement prennent beaucoup trop de place. Des sociétés privées, multinationales et de plus en plus présentes. Et tu sens qu'il y a, par rapport à il y a 20 ans, exemple, qu'ils ont un peu trop d'influence. Alors, il faut être prudent avec ça. Et il faut que les gens en soient de plus en plus conscients, mais c'est pas facile. Tu sais, moi, les gens... C'est des nouveaux gouvernements. C'est- Mais l'affaire, c'est que ces entreprises-là, ces grandes compagnies-là, les dirigeants sont beaucoup plus intelligents que nos abrutis de politiciens. Et là, l'histoire, c'est qu'il y a un gars intelligent, puis l'autre, c'est un abruti. L'intelligent va gagner, là. C'est même ça marche, Toujours. là. Et les Toujours, politicos, toujours. là, c'est des caves. Là. C'est-à-dire, non, mais pour vrai, là, juste pour montrer comment ils sont stupides et arrogants, tu es dans une crise terrible au Québec. Les restaurants sont fermés. Le monde est shaké. Puis eux autres, ils font des rénovations au restaurant, le parlementaire. Là. Ils ont rénové le parlementaire au complet pendant la crise COVID. Ça te montre un peu l'image du politicos. Là. C'est à eux autres qu'on l'a à faire, en réalité. Là. oui, ça tu as raison, Jerry, c'est dommage. C'est une vraie plaie. Là. Moi, c'est le genre de choses. Moi, un jour dans ma carrière, j'ai eu à affronter une immense dépense supplémentaire. C'était en lien avec mes négociations avec les chaînes, etc. Et puis j'avais une entreprise, elle était syndiquée chez nous. Je travaillais avec un syndicat CSN. Je me suis toujours été capable de négocier avec ces gens-là. J'étais proche de mon monde. J'ai dû, cette année-là, m'asseoir avec les gens puis faire des coupures. Les premières coupures que j'ai faites, c'est Denis Landry personnel, Oui. puis les cadres de l'entreprise. Mm. J'ai dit, si on coupe, vous allez être plus coupé que les autres parce que vous avez un meilleur salaire. Puis avec ça, on va être capable d'embarquer tout le monde. Voilà. Si je fais pas ça, Ben, c'est sûr. j'embarquerai pas les gens. Et ça, comment ça se fait que dans nos PME, je vous le jure, nos entrepreneurs, ils pensent tous comme moi. Ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont faire ce genre d'approche-là. Mais du moment que tu montes dans les grandes sociétés, grandes organisations, etc., on dirait que ça s'oublie, ça. Ça s'oublie que le vrai monde est sur ton plancher, là. Tu peux pas... Les solutions sont là, puis c'est avec eux que tu vas résorber tes T'as rien, problèmes. c'est pas eux. T'as rien si t'es pas. On prend Exact. des problèmes, des résultats, des problèmes de santé. J'ai toujours pensé que les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, les travailleurs, avaient des solutions. Mais on les consulte pas. Puis les syndicats sont trop gros, puis les corporations professionnelles sont trop grosses, ils emmènent trop large. Je sais pas. C'est pas politique, mon affaire. C'est de dire... Puis on l'a vu durant la pandémie, comment ces gens-là emmenaient large. Et là, tu disais, bien là, ils travaillent-tu pour leurs membres ou ils travaillent pour la corpo ou pour le gouvernement? Tu savais plus trop, là. Moi, Ouais. j'ai vraiment déchanté dans tout ça de dire... Hey, voir le collège des médecins frapper sur des médecins qui posaient des questions, c'est assez spécial. Là. Moi, écoute, Tu sais. tu sais, je te disais, Jeff, que j'avais pas peur au début. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, tu sais, je me suis mis à vous écouter à Québec. Puis là, tu avais le docteur Lacroix qui venait de parler. Puis je regardais ailleurs. Moi, je suis un gars qui... Écoute, si j'avais... Dans le temps de Jésus, moi, j'aurais été Thomas, là. Tu comprends? Ben, moi, je suis Thomas à longueur de journée. J'aurais été Thomas, moi, dans le temps de Jésus. Tu sais, puis je dis à mes chums, ben tu vois, d'après moi, Thomas, il avait raison, là. Ouais. D'après moi, il avait raison. Mais il doutait. Tu sais, c'est faux. Moi, je doutais.
Fait que là, j'entendais un médecin à gauche, un médecin à droite, qui disait « Ouais, ça se tient, ça a de l'allure, ce qu'il dit. » Mais là, tu entendais tout le narratif officiel. Là, tu disais... Puis là, les non-sens, tu sais, les politiques où, tu sais, au resto, tu t'assis, tu n'as pas de masque, tu te lèves, tu mets un masque. Moi, là, je capotais, là, tu sais. Mais là, je disais, comment on peut tous accepter ça, là, tu sais? Ouais. C'est ça. C'est ça l'affaire. Puis les gens, on est une société riche, les gens sont à l'aise en général. Les gens, ça ne les a pas vraiment touchés. Tu sais, quand la vaccination est arrivée, je demandais aux gens, aux jeunes, 35, tu vas-tu te faire vacciner? Au début, là. Oui. Pourquoi? Première raison. Ah ben là, je veux aller au resto, je veux voyager, il n'y a personne que c'était pour sa santé. Non, il n'y a personne de ça. Il n'y a personne de 30 ans, 40 ans qui me disait ben là, le virus, là, Denis. Non, c'était je veux voyager, je veux aller au restaurant. Je veux prendre l'avion. C'est ça. Ben oui, c'est particulier quand même. Et des fois, tu poses la question, Denis, comment les gens peuvent arriver à ça. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur Netflix, là, mais Waco. Puis moi, ça m'a marqué quand c'est arrivé jeune, parce que je me rappelle, j'avais vu ces images-là quand... je ne me rappelle pas, c'est pas la FBI, là, c'est l'autre gang qui est intervenue pour essayer d'arrêter ce qui se passait, c'est-à-dire du monde qui était en train de se tuer. Il y avait un suicide collectif qui se passait dans... tu sais, quand tu l'as dit souvent pendant la COVID, Jerry, il y a des spécialistes de ça. Là. Quand tu instaures la peur, tu peux faire tout ce que tu veux. Là. Ben oui. C'est ça qui est prouvé. C'est pas d'autre chose. C'est Machiavel qui avait sorti ça. Il faut que je te pose une petite question. Tu sais, tu connais bien les PME. T'sais, une PME, puis une entreprise, il y a des frais fixes, puis les frais fixes, tu ne peux pas t'en sauver. Puis l'énergie, puis ça. Mais pour un individu, là, moi, là, mes frais fixes, là, ben, la bouffe en fait partie. Là. Ben oui. Je peux pas manger. C'est vrai, c'est Jerry, là, c'est normal qu'il mange plus. Là. Mais je veux dire, moi, Jerry ça me prend des jeûnes de 5 minutes. C'est ça, je prends des jeûnes de 5 minutes. Mais je veux dire, moi, je comprends mon électricité, là, je peux pas m'en passer non plus. Là, mais dans ma bouffe, il faut que je mange. Oui. Mais les frais fixes de bouffe, toi, t'es dans la bouffe. Là. Moi, mon panier d'épicerie là, qui a grimpé, là. Puis je magasine, puis je fais le tour, je vais au panier extra. Là. Mais quand même, j'ai bien beau me promener en masse, là, je paye beaucoup plus cher ma bouffe au total pour me nourrir. Si tu as les mêmes les mêmes habitudes, si tu es un gars économe, tu te promenais avant, aujourd'hui tu y vas, bien, c'est 20-25% plus cher. Voilà, mais mon point, là, c'est que si le blé... C'est une question comme ça, là. Si le blé redescend, parce que c'est comme la bourse, à un moment donné, ça monte et descend. Ouais. Les œufs, le prix redescend, telle affaire redescend, les affaires redescendent. Est-ce que le pain à 3,99 descend à 2,99? Est-ce que mon pain va redescendre? J'aimerais te dire oui, mais je vais te dire non. Voilà. Mais je vais dire ce qui va arriver, par exemple. OK. C'est qu'il n'augmentera pas pour 4-5 ans. OK. Il va rester élevé, puis il va coller quand là. c'est arrivé en 2007, je vous ai parlé tantôt de la farine à 1000 $, la tonne, puis tout ça, ça a duré quelques mois. Là, les prix ont augmenté rapidement. Là. On a dû augmenter nos prix. Écoutez, on payait 325, on paye 1000 $ pendant 3 mois, 4 mois. Les gens étaient en panique, les prix ont augmenté. Après ça, les prix n'ont pas baissé, mais ils n'ont pas augmenté pendant 3 ans après. OK. C'est ça qui fait la différence quand les marchés... J'aimerais ça te dire, mais tu sais, compte tenu du marché, des épiciers, de tout ça, c'est assez rare que tu vas aller négocier une baisse de prix. C'est ça. Je ne dis pas que ça se peut va pas. Se stabiliser. Je ne dis pas que ça se peut pas, ouais. Mais ça va surtout stabiliser. Puis bon, pendant 4-5 ans, là, le prix ne montera presque pas. Mais tu es d'accord, il faut que ça arrête de monter, là. Moi, je pense qu'on a atteint un certain palier. Je pense que ça va arrêter. Tu sais, regarde, moi, là, la production mondiale de blé n'a pas baissé d'une miette dans les 3 dernières années. Les stocks ont baissé un peu. Tu sais, l'histoire de l'Ukraine, là, ça a parti en peur. Puis, moi, ça a fini, ça. Tu sais, moi, quand la guerre a commencé, puis moi, là, la guerre, moi, je suis comme vous autres, là. Moi, je crois au monde. Le monde, les Ukrainiens n'ont pas demandé ça, les Russes n'ont pas demandé ça. C'est une question de pouvoir et d'argent. De je sais pas quoi. C'est pas le monde, là. Non. Faut arrêter. Mais moi, quand ça a commencé, là, je disais, attends une minute.
Moi, ça me concerne, là, parce que l'Ukraine, c'est un important producteur, un important exportateur. J'ai dit, OK, là, je check mes chiffres, puis là, je check les nouvelles. Là, je m'aperçois bien que les Russes, eux autres, là, sont déjà bouqués. Là. Le blé va se vendre, puis on ne s'inquiète pas. Puis les mesures contre les Russes, c'est les plus importants exportateurs de blé au monde. L'Ukraine est 5e rang à peu près, un peu comme le Canada. Le blé ukrainien, il a toujours circulé. Ils se sont entendus pour qu'il circule parce qu'on n'a pas intérêt, même Poutine n'a pas intérêt à ce que le blé ukrainien ne sorte pas. Ça va dans des pays plus pauvres, ça va en Afrique, ça va au Moyen-Orient. Tu sais, il doit pas empêcher ces gens-là de manger. Là. C'est ses clients potentiels pour son pétrole, etc. Donc, moi, j'ai jamais eu vraiment peur, mais il y a toujours des rumeurs, le passage va fermer, là, le prix monte. Mais moi, j'ai toujours pensé que le marché s'auto-régulerait assez vite de la guerre en Ukraine, parce que c'est un joueur parmi un paquet de joueurs. Et c'est ça, dans les fondamentaux, c'est un peu ça qui est arrivé. Bien sûr, on a des défis locaux. Si notre production, comme en 2021, blé de printemps, j'en perds 40 %, mais mes prix vont monter au Canada. Mais mondialement, ça va quand même se placer. Mais là encore, dans ce conflit-là, par rapport aux commodités, il y a beaucoup, beaucoup d'émotivité. Mais même dans les hautes sphères, tu sais, les gens qu'il y ait un poste dans une tour de finance à Londres ou à New York, sont émotifs. Ils sont émotifs de la même manière. Oh, oui. C'est pas parce qu'ils ont des habits à 4 000 piastres qu'ils sont pas émotifs. C'est pire. Je pense que c'est pire. Oh, c'est pire. Ah ouais. Hey, mais une des affaires, on a du temps un peu. Les PME, je sais que c'est un secteur X, mais c'est un secteur plus pointu, mais je pense que c'est le pouls quand même de la majorité des PME du Québec. Moi, j'en rencontre beaucoup. Des gars de mon âge qui sont à vendre ou qui ont vendu. Découragés par tout ce qui arrive. Découragés par la paperasse. Les règles. Tu sais, j'ai parlé d'un gars de bœuf cette semaine, de porc qui abandonne. Ça, c'est dans un secteur. Ça, c'est très, très inquiétant, là, parce que quand on parle de bouffe, tu l'as dit, là, on a besoin de bouffe. Là. Donc, on veut de plus en plus manger local, mais de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus de règles. Ce qui est arrivé dans les 3 dernières années avec l'inflation, la main-d'œuvre. Je vois beaucoup de monde. Puis ça c'est toujours stressant. Moi, je suis entouré de gars qui sont impliqués qui ont 25, 27, 30 ans, 35 ans. Et là, ils abandonnent. Peut-être parce que le compte de banque est plein et puis ils disent, je suis plus capable. Tant mieux pour eux. Mais je veux dire, ça n'améliorera pas rien. S'il y a moins de joueurs, s'il y a des entreprises qui se marient, qu'il y a moins de compétition, etc., ça non plus, ça n'aidera pas. Est-ce que dans ton domaine de PME, qui est quand même de la bouffe, là, est-ce que tu sens d'abord qu'il n'y a pas de succession pour quelqu'un? Ça va être juste un groupe financier X qui va acheter. Il n'y aura pas personne, il n'y a pas un fils qui veut prendre la relève. Il est rendu ailleurs, il dit c'est trop d'ouvrages, etc. Est-ce que tu sens cette panique-là dans ton domaine comme il y en a dans d'autres? Je te parlerai pas de panique, mais je vais te parler de mouvements de marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. De plus en plus, je vois beaucoup d'entreprises, exemple européens. Beaucoup de Français qui viennent acheter des entreprises ici, qui s'installent ici. OK. Que ce soit des entreprises familiales, parce qu'il ne faut pas oublier, là, quand tu es dans le milieu industriel, puis que tu as une entreprise d'une certaine envergure, il vient un temps où ton développement des affaires n'est pas facile à faire seul, entre guillemets. Tu sais, si le marché que tu vises, c'est les États-Unis ou c'est... À un moment donné, ça te prend un partenaire ou ça te prend quelqu'un qui a un rein solide. Puis souvent, moi, ce que je vois beaucoup depuis 5 ans, c'est vraiment des Européens, des Français particulièrement, qui viennent investir ici, qui achètent des entreprises, mais qui s'installent ici avec des dirigeants du coin. Puis, OK, c'est une nouvelle dynamique, là, dans le sens que, comme je vous dis, la game est plus mondiale. C'est sûr que pour nos PME, nous autres, on le sait depuis longtemps, il faut qu'ils se spécialisent. Tu ne peux plus être dans le domaine industriel, entre guillemets, PME, industriel, transformation alimentaire, puis produire 24 SKU, puis être à gauche, à droite. Il faut peut-être des spécialités. Moi, dans mon domaine, il y a des gens qui sont spécialisés dans les tortillas, spécialisés dans
dans la pâte philo, spécialisé dans les bagels, tu sais, Oui. et avec des usines qui performent. Donc, quand tu es dans ce milieu-là, c'est important d'aller vers ça. Puis, c'est sûr qu'on est au Québec, puis moi, je dis souvent, je travaille avec des entrepreneurs, puis j'ai tellement de respect. Moi, j'ai été un gestionnaire. J'aurais aimé être un entrepreneur, mais je ne suis pas un entrepreneur, je suis un gestionnaire, je suis un gars d'affaires, mais j'ai travaillé avec des entrepreneurs, puis, tu sais, les entrepreneurs, ce qui vient, les plus solides passent, les autres vont s'associer, mais je ne vois pas de panique. Mais c'est certain que cette inflation-là, dont on parlait, ça change les habitudes des gens. Tu sais, moi, les bannières de base, Provigo, Métro, IGA, écoute, moi-même, j'ai changé mes habitudes. Puis je peux vous le dire, je n'ai jamais regardé les prix. Là. OK? Dans le sens que j'allais au métro, j'allais aux boucheries du coin, j'allais au marché public, j'allais à gauche, à droite. Je parlais avec des gens, là, le dernier salon que j'ai été, puis des gens qui ont des bonnes conditions. Là. Les gens, même eux, changent leur habitude. Ils vont aller au Costco, ils vont aller Sur des Merci, j'ai super. tout le monde les fait plus. Puis quand tu fais affaire avec ces gens-là, parce que là, si le marché se dirige vers là, bien, il faut que tu fasses affaire avec ces gens-là. Puis là, c'est des méga sociétés où tu dois avoir beaucoup de capacité de production, beaucoup de... Et c'est ça qui amène souvent. Donc, moi, je suis un gars qui est confiant. Je veux juste qu'à un moment donné, la répartition de la richesse, entre guillemets, se passe un peu mieux. C'est bizarre parce que on regarde un peu nos pissenlits, puis on dirait que les gens, un peu plus à gauche, là, je vais le dire comme ça, ils ne s'inquiètent pas vraiment de ça. Moi, ils s'inquiètent de ça. Ben, ils s'inquiètent, mais pas de la bonne manière. Non, c'est pas vrai. Ils s'inquiètent. Non, Denis s'inquiète de ça. Ils veulent aller chercher de l'argent dans les poches des riches ou des entreprises qui font de l'argent. Mais c'est pas pour nous autres. Ouais, mais... C'est pour la mettre dans la machine. Oui, mais, tu sais, moi, je dis souvent, là, tu peux bien taxer l'entreprise tant que tu veux. Mais la taxe, ça va se retrouver dans le prix du produit que le consommateur paye. Oh, ça vient de finir, là. Ça, c'est de rêver un peu, là. Dire, ouais, il faut qu'il... Oui, c'est sûr que la personne qui gagne, je sais pas moi, 3 millions ici, puis qui paye 20 d'impôts à la ligne, ça, c'est une affaire à régler, mais c'est pas ça qui va régler l'ensemble de nos problèmes. On n'a pas tant que ça, des riches comme ça. Mais les sociétés, bien sûr qu'il faut qu'ils paient une partie, mais ce qui paie les sociétés, peu importe où c'est dans leur état de revenus et dépenses, ça se retrouve dans le prix du produit. Là. C'est le consommateur qui le paye. On a tendance à dévier les sujets pour dire « Ouais, mais là, telle société, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye. » C'est vrai, mais sauf que les politiciens, eux autres, c'est combien je peux en avoir de plus pour après ça donner ça à un programme vert, pour donner ci à ça, pour donner ci à mes amis, pour donner... Donc, finalement, eux autres, ils veulent pas... C'est que moi, là, finalement, qu'ils aillent chercher 20 millions dans une entreprise de plus en impôts par année. Puis que finalement, cette compagnie-là qui me vendait son produit que j'achète à toutes les semaines, 5 piastres, puis que maintenant, à cause de ça, me vend 6 piastres. L'entreprise n'est pas plus riche et pas plus pauvre. Le gouvernement est plus riche, mais moi, je suis plus pauvre. Voilà. C'est le consommateur qui paie tous nos services. Là. Peu importe comment on manipule les chiffres à gauche, à droite, c'est toujours le consommateur qui paye. Alors, nos gouvernements semblent, nos dirigeants, puis je ne veux pas tirer trop de pierre, là, dans le sens, on a tendance à l'oublier. Puis il faut être performant, il faut se donner des outils, il faut que nos paliers de gouvernement soient des facilitateurs dans nos projets. Point. Le reste, on va s'en occuper. On va s'en occuper, le reste. Moi, je le dis toujours, avant la pandémie, je dis toujours à mon monde, on auto-régulait nos affaires. Écoute, tout fonctionnait rondement. Tout le monde travaillait avec du just-in-time, puis les inventaires tabous. Le just-in-time, c'est fini, là, c'est du just-in-case. On avait 0 inventaire, là, on a multiplié nos inventaires par 10 parce que j'ai jamais vécu autant de ruptures de stock dans toutes sortes de produits. La compagnie ne peut pas produire, lâche une ligne, ça, on le fait plus.
c'est du jamais vu, tout ça, là. Je vous le dis, moi, nos entrepreneurs sont des machines pour être passés au travers les 2 dernières années. Ah oui, c'est sûr. Regarde. Alors, on les a brassés pas à peu près. On les a brassés, puis on s'est mis la main dans l'engrenage, pas à peu près. On s'en est douté vite, tu as raison. Tu sais, au mois de mars, on était tous un peu virés de bord, on ne savait pas trop ce qui arrivait. Mais rapidement, les plus allumés ont vu ce qui se passait. Là. Puis c'est surprenant de voir que il y a du monde comme toi, il y a du monde comme nous, il y a du monde pas mal là, qui était réveillé puis qui savait ce qui s'en venait puis qu'est-ce que ça allait provoquer, toute cette patente-là. Mais que les gens qu'on a élus, qui ont l'air à se mettre au-dessus de nous autres puis qui nous font la leçon à TV à tous les jours, eux autres n'ont rien vu de ça. Tu sais, ils faisaient... Faut pas oublier cet audio-là. Cet audio-là, c'est un classique incroyable. Entendre la gang de la CAQ, entendre le premier ministre crier à quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est parce que là, Hydro-Québec, avec votre nouvelle loi, ça peut monter à 5-6 % par année si jamais l'inflation monte. » Et le premier ministre qui crie et que tout le monde applaudit en arrière de toute sa gang, il dit « Voyons donc, dans quel monde vous vivez, vous, de l'inflation à 5-6 % Ça n'arrivera jamais. Mais ça n'a pas été dit en 93, ça a été dit il y a à peu près 1 an. » Ça, mais ça montre ce que tu disais tantôt, Ça a été dit, ouais. Jerry. Ça a été dit juste un peu, je pense, ou avant la pandémie, ou dans le secteur quand ça a débuté. Puis ça, c'est sûr, ça faisait 10 ans. Ça faisait, tu sais, 10-12 ans qu'il ne se passe rien, mais c'est comme si on avait complètement oublié les règles de base de l'économie de marché que nous avons. Mm. Et que là, la pandémie arrive, puis qu'on bouscule tout ça en pensant que tout va bien se passer. Ah non, moi, après 6 mois, là, je disais « Oh, palais. » Parce que, puis là, aujourd'hui, tu sais, tu dis « OK, il y a une certaine stabilité, souhaitons-le, mais ça ne prendrait pas grand-chose quand tu regardes un peu comment tout se passe au niveau géopolitique, puis ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on reparte en peur. » Ben, ça prend qu'un gars qui envoie des chars d'assaut, comme il a dit hier ou avant-hier. Là, puis tu sais, la guerre, tu sais, moi, je ne veux pas dire qui est bon, qui est mauvais. Il y a une affaire qui me dépasse un peu. En Occident, on ne parle jamais de paix. Non. Jamais de paix. Hey, c'est drôle, la gang qui souhaite la guerre en ce moment. Là. Disons-le, c'est la gauche qui souhaite la guerre. C'est particulier. Le premier ministre du Canada a dit cette semaine qu'il voulait envoyer des tanks. Oui. Ben, je sais pas lesquels. Ben là, je comprends qu'il ne veut pas envoyer des tanks avec des gars dedans avec des habits de camouflage avec un drapeau du Canada, là. Mais c'est pas quelqu'un qui veut la fin de la guerre, là. C'est quelqu'un qui veut continuer. Moi, je trouve ça très bizarre, le comportement. Puis mon interrogation est juste là. Sur toutes les prédictions, ça tient à rien. C'est le même tout le temps. On est à un avion d'un building d'être dans la marde. Mais en ce moment... c'est ce qui se passe là-bas. Il y en a qui disent finalement, c'est une guerre régionale, ça va durer des années, ça va durer. Ne sous-estimez pas les gens qui nous mènent dans les autres pays qui veulent mettre le nez dans quelque chose qui n'ont pas d'affaires. Ne sous-estimez jamais. Et ça, moi, ça me fait peur. Moi, c'est le bout là que je. Tout le reste, tu as raison. Je pense que c'est en train de se calmer. Mais le point, le géopolitique, parce que, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de gens de gauche qui voudraient qu'on s'en aille là pour aller libérer les Ukrainiens puis que finalement, on parte d'une 3e guerre mondiale. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais je pensais que ça allait s'estomper avec le temps, mais on le sent encore. C'est encore surtout, là, il est arrivé un méga accident. Là, il y a un hélicoptère qui est tombé. Le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine est décédé là-dedans. Il y a eu 18 décès. Donc, chaque fois qu'il arrive des affaires, là, ben oui, on sait bien, là, le gaz s'est rendu à telle affaire. Ben oui, mais c'est un accident d'hélicoptère. Là. Ça aurait pu arriver, pas de guerre. Donc, calmez-vous les nerfs. Donc, ça, le géopolitique, t'es comme moi, Denis, là-dessus, c'est la patente qu'on est... C'est pas des fondamentaux, on est dans la géopolitique finit par de l'hyper-émotion et de la peur. Et c'est ça qui provoque ce qu'on a connu. Oui, mais comme je te disais un peu plus tôt dans l'entrevue, moi, quand je regarde ça, puis quand je te dis personne ne parle de paix, là, je dis toujours, il y a des gens, à quelque part, qui savent ce qu'ils font. Là. C'est pas des nonos. Là. C'est pas pour rien qu'ils ne nous parlent pas de paix. Là. Quoi le but qui est visé? Je ne sais pas. Mais ça, je trouve ça inquiétant. Moi, qu'on ne parle pas de paix en Occident. Ce qui est posé dans nos démocraties, qui a toujours été une de nos valeurs. Qu'on n'en parle pas du tout, ça m'interpelle.
Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, là. Mais le premier président qui voulait pas aller à la guerre de rien, c'était un gars avec des calottes rouges sur la tête. Oui, puis quand j'en Et- parle à mes chums, ils veulent me tuer. Là. Mais, Ouais, mais je leur dis souvent, j'ai dit, regardez ce qu'il a dit quand il était en Europe, regardez quelles étaient ses positions sur les interventions des États-Unis dans les autres pays dans le monde. Et ses positions étaient pas tout croche, là. Mais bon, et le gars il était bien particulier, là, mais au niveau de ses politiques économiques, sociales, moi, économique, quand il est rentré au pouvoir, il a immédiatement, je te conte une anecdote, là, puis je veux pas, il a immédiatement provoqué une intense négociation avec les Chinois concernant les céréales américaines et le dumping chinois, toutes sortes de produits, du solide, là. Tu sais, moi, dire, sur mon tableau, je l'ai écrit, moi. J'écrivais les faits saillants de ça quand il est rentré au pouvoir. Puis, moi, je vais retourner quand j'avais 22 ans, je sortais de l'école. J'ai lu la biographie. Il avait à peu près 35 ans, ce monsieur-là, à cette époque-là. Puis, il avait écrit un genre d'autobiographie, puis ses façons de négocier. Oui. Et honnêtement, quand je lisais les reportages... Art of the deal. Oui, exact. Quand je lisais les reportages, tout ça, avec les Chinois, je disais, c'est exactement ce que j'ai lu il y a 30 ans. Puis, il a obtenu gain de cause là-dedans, mais ça a été une négociation intense. Tu comprends? Quelque chose qui fonctionnait pas bien. Il y avait un débalancement commercial des États-Unis là-dessus. Puis, tu sais, ça a beaucoup interpellé dans notre milieu, là. Tu sais, ça a fait bouger les affaires. Mais c'était assez fascinant de voir ça. Le problème qu'on a, c'est que nos médias, les informations qu'on a, etc., c'est jamais, il n'y a jamais de nuance. C'est vraiment... Puis il n'a pas aidé, c'est sûr qu'il n'a pas aidé avec des déclarations à l'emporte-pièce. Oh, mais même s'il avait fait tout parfait. Oui, probablement. Les médias ont décidé qu'il c'était le méchant. Aujourd'hui, c'est toujours ça en longueur de journée. Ça prend un méchant puis ça prend un bon. Qu'il soit bon ou méchant, pas en vrai, c'est pas important. C'est... Qui on décide? Habituellement, c'est si vous êtes républicain, c'est fait. Si vous êtes conservateur, c'est fait. On l'a vu, là, la gang de la FTQ l'ont dit. Poilievre, Duhem, c'est la même chose. Donc, peu importe. Je ne suis pas en train de dire que Duhem est bon ou Duhem n'est pas bon, Poilievre est bon, Poilievre n'est pas bon. C'est pas la question. C'est que pour ces gens-là qui sont à coquiner justement avec le pouvoir et avec les médias, c'est que les méchants sont toujours à la mauvaise place. Même qu'ils soient bons. T'sais, ça se peut que dans les méchants, il y ait des bons. Ils ne seront jamais bons. Et ça se peut que dans leurs bons, il y a beaucoup de méchants, mais ils ne seront jamais méchants. Il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'on sait très bien, toi et moi, qu'il y a des bons puis il y a des méchants de chaque côté. Peu importe peu importe la couleur, peu importe d'où tu viens, quelle langue tu parles, il y a des bons, il y a des méchants dans n'importe quoi. Puis moi, je pense foncièrement que les gens, en général, sont bons. Peu importe. Peu importe. Il peut y avoir des visions différentes, tout ça. Mais actuellement, cette polarisation-là n'est pas bonne. C'est pas bon en général. Tu peux pas faire ça comme ça, là. Tu sais, moi, c'est trop particulier, ça. Il faut que ces choses-là changent. Mais est-ce qu'elles vont changer? Il faut que ça sera le monde. C'est le monde qu'il va falloir qu'il le fasse changer. Il va falloir que le monde prenne conscience de certaines choses. Et puis, c'est pas facile présentement parce que l'information est, je vais dire, sommaire pour la majorité des gens. Oui, parce que quand il y a de l'information sur un secteur qu'on connaît bien, on voit comment c'est couvert tout croche et en superficie, puis comment il y a des erreurs de la manière que c'est relaté. Donc, imaginez-vous les choses qu'on ne connaît pas, ça doit être la même chose. Hey, Denis, merci de ta visite. Super apprécié, super bon. Ça a été un plaisir. Du bon temps, garde, extraordinaire. Puis, tu es bienvenu. Si tu as des affaires, tu veux jaser pour quelque chose, tu lâches un message à notre ami Mr. White, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir. Sont-tu hot, les pirates, hein? Écoute, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré Ghislain, puis Jerry, puis ma journée est faite. Ta journée est faite. Et pourtant, tu vas rencontrer plein de monde aujourd'hui. Ta journée est organisée. Oui, bonne journée.
Hey, merci, Denis, bon. t'es très, très Au gentil. plaisir. Hey, Jerry, thank you pour le Prime. Yes. On s'en va vers le live. Merci à Mr. White pour la production. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en va vraiment vers le live. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.